Bienvenue, bienvenue sur le campus virtuel de Cannes Digital Academy. Je suis Jean-Albert Brière et je vais vous faire ce cours, cette deuxième partie du cours White Belt Certification. Donc Jean-Albert Brière, je suis coach, j'accompagne les individus, les leaders, les managers et les gestionnaires de projets dans leur développement personnel pour développer leur leadership, et j'accompagne également les équipes dans leur façon d'être, dans leur façon de travailler ensemble. D'où est-ce que je viens d'un point de vue professionnel? J'ai été éduqué en engineering, j'ai commencé ma carrière en développant des produits d'engineering, de simulation dans l'avionique. Et après cela, après 5-6 ans de développement, je suis venu à l'amélioration continue. J'ai passé un black belt, c'était au moitié des années 2000, et j'ai mené une équipe de change agents sur la France pour une grosse organisation, et j'ai fait là mes armes. J'ai continué à me faire mes armes sur l'amélioration continue avant de passer au déploiement du Lean. C'était en 2005-2006 sur la fonction engineering du groupe Airbus. Et c'était une phase enthousiasmante parce que le Lean, déjà, on le découvrait un petit peu, on était nombreux à le découvrir et on était quasiment les seuls à le déployer dans le milieu du développement, de l'engineering. Donc beaucoup d'expérience sur ce sujet que j'espère continuer à partager avec vous pendant cette vidéo. Et voilà. Donc ce chemin m'a amené à être coach maintenant, puisque je me suis toujours intéressé à l'environnement que devaient créer les leaders pour permettre l'amélioration continue et l'amélioration continue de la performance d'une organisation. Alors, c'est donc la deuxième vidéo, la deuxième partie. Ce que nous avons vu dans la première, on va le repasser rapidement. On va passer quelques minutes pour revoir les deux premiers chapitres, qui était l'explication du White Belt Programme, ensuite le Lean Management. Et nous verrons dans cette vidéo, donc c'est l'objectif, la partie Lean Six Sigma Management et Continuous Improvement Process, qui concerne d'autres process d'amélioration sur l'amélioration des programmes d'amélioration de la qualité. Alors, qu'avons-nous vu dans la première partie? Dans la première vidéo, le premier chapitre, White Belt Programme, en quoi il consiste? On a vu, donc les belts, ce sont des individus accrédités qui ont suivi une formation, tout comme vous êtes en train de le faire maintenant, qui ont passé un examen, qui peut prendre différentes formes selon les organisations. Dans le cadre du CSSC, Council for Six Sigma Certification, ce sera un examen. Donc ces gens sont regroupés. Ces gens sont regroupés dans l'organisation, regroupés par leur activité, ou alors même carrément regroupés en tant qu'équipe. Ils forment une équipe formelle dans l'organisation, dans l'organigramme. Donc, ou pas. Ou alors ils sont éclatés dans l'organisation et ils se retrouvent ensemble à temps partiel, on va dire. Et ils œuvrent ensemble dans la vue d'améliorer la performance des projets, faire en sorte aider les projets à atteindre leurs objectifs, les projets et les programmes. Donc différents niveaux. On appelle ce groupe l'équipe d'amélioration, Improvement Team. Et cette amélioration pour les programmes, c'est ce support apporté aux programmes et aux projets, elle est dans le but, bien sûr, de soutenir un plan de transformation ou un plan d'amélioration de la performance pour l'entreprise dans sa globalité. Donc là, on parle de la situation globale de cette équipe d'amélioration dans l'organisation d'une entreprise, et cette équipe collabore avec la fonction qualité, puisque le QMS, le Quality Management System, système de management de la qualité, est bien sûr au centre également de ce sujet d'amélioration. Et tout cela est rythmé par le cycle DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Donc tout cela est détaillé dans la première vidéo, mais je vais encore partager quelques mots là-dessus, sur ces principes. Donc ces belts, différents niveaux. Nous sommes là pour la certification, vous êtes là avec moi pour la certification White Belt. On a vu que les différents niveaux correspondent à différents niveaux de connaissances et de pratique des outils d'amélioration continue. Le White Belt, l'objectif, c'est d'avoir le maximum
et on vise les 100% d'une organisation, le maximum de gens dans l'organisation au courant de ce qu'est un programme d'amélioration, de ce que cela implique en termes de savoir-être, de comportement, et également d'outils. Et donc le White Belt a pour but d'informer les individus qui passent cette accréditation. Souvent, c'est un premier pas, cette accréditation, pour aller plus loin. C'est un moyen aussi dans une entreprise et pour des managers d'identifier des gens qui semblent plus intéressés que les autres par ça, plus attirés et avec plus d'aptitude aussi pour venir accompagner des groupes, des équipes à l'amélioration continue. Eh bien, c'est dans ce cas-là, la démarche est possible pour venir progresser dans la certification et aller sur un yellow belt, un green belt et un black belt, avec un incrément à chaque fois en termes de connaissances, en termes de maîtrise, en termes de crédibilité également, à pouvoir accompagner les équipes qui doivent améliorer les process, donc les équipes opérationnelles, mais également les autres membres de l'équipe du groupe d'amélioration. Donc, pour information, on n'est pas obligé de passer par le yellow belt ou le green belt. On peut directement soit aller au green belt ou directement au black belt. Donc ça peut se faire par étapes ou alors d'un coup. Tout dépend de l'environnement où vous vous trouvez, en fait, du besoin qu'il y a, de l'urgence qu'il y a à le faire et de la concomitance aussi avec vos objectifs, vous, personnels, vos souhaits de développement. Donc, Yellow Green Belt, le Yellow Belt commence à s'impliquer dans les projets, à travailler avec un Green Belt ou un Black Belt, hein, avec quelqu'un de plus expérimenté, pour commencer à manipuler les outils, les méthodes, et commencer à en parler aussi, que disséminer la culture même. Le Green Belt, c'est une personne qui va avoir une meilleure connaissance des outils, va pouvoir les appliquer les déployer de façon autonome et va mener ses propres projets. En fait, peut être project leader d'amélioration dans des zones, dans des secteurs plus ou moins limités. Et enfin, les Black Belt, donc qui concernent dans une plus faible part, une plus faible part de la population, inférieur à 10%, ce n'est pas la peine d'aller au-delà. Ce sont les personnes, les Black Belt et Master Black Belt, qui viennent diriger les programmes d'amélioration, sont en lien avec la direction également pour construire l'architecture d'un programme de transformation. Et ils sont là aussi pour faire grandir les autres, les gens qui ont les personnes qui auront moins d'expérience dans l'organisation sur l'amélioration continue et sur les outils. Là, je rappelle le processus de certification White Belt. Ce sera à peu près le même pour les autres niveaux, mais avec une difficulté croissante sur la partie examen. Donc vous êtes dans la phase, vous entamez là avec cette vidéo la phase de préparation qui va se continuer, cette phase de préparation, par un test à blanc, hein, pour vous donner un aperçu des questions. La lecture du book du CSSC qui compile toutes les connaissances et tout ce que les connaissances minimales demandées par le CSSC et que nous fournissons via notre formation, via cette vidéo, plus en complément leur livre, ce livre-là. Et la consultation de ce livre, de cette base de connaissances avec cette vidéo que vous pourrez revoir, que vous aurez encore à disposition, vous permet ensuite de venir passer l'examen, 30 questions, 70% de réussite aux questions, pas de limite de temps ou alors elle est très large. Le temps n'est pas un problème vraiment. C'est en anglais donc c'est important de le savoir et de lire aussi l'ebook de CSSC afin de s'imprégner du vocabulaire également et ensuite passer l'examen. Donc la partie 2. Avant la partie 2, qu'est-ce que nous avions vu, oui, sur le deuxième chapitre de la première vidéo. Nous avions abordé le Lean. On est sur une certification Lean Six Sigma. Première vidéo, on avait vu le White Belt Programme et le Lean. Le Lean, en quelques mots, très rapidement, revenez si besoin sur la première vidéo. Qu'est-ce que le Lean?
Sur le triangle, le triptyque on quality, on cost, on time, le lean vient principalement adresser le on time. Le on time, c'est le premier effet que l'on voit lorsqu'on mène une amélioration lean, hein, entre le déclenchement d'un processus quand on reçoit l'ordre, donc le T0, où on démarre le développement d'un produit ou l'exécution d'une commande, et la livraison au client final. C'est ce temps-là. Voilà, on démarre le chronomètre à la réception de la commande, on l'arrête quand le produit final est livré. Ce temps-là, c'est ce qu'on appelle le lead time. Et mener une amélioration lean amène de suite sur un processus nouvellement amélioré, hein, enfin qui n'a jamais vraiment été adressé en termes d'amélioration, qui s'est construit au fur et à mesure des opérations, de l'expérience, de l'histoire de la compagnie. On arrive très facilement à des gros résultats de réduction de lead time, moins 25%, ce n'est pas rare. La première chose que l'on a évoquée, mais je vous invite quand même, hein, si vous n'avez pas vu encore cette vidéo, ou si vous l'avez vue il y a un peu trop longtemps, il y a plus d'une semaine, n'hésitez pas à y revenir pour avoir, parce que je partage avec vous bien plus, hein, sur ces notions-là. Sur le premier grand concept que l'on a regardé, c'est la notion d'activité à valeur ajoutée. Donc il y a 3 types d'activités. Lorsqu'on observe avec le microscope Lean les activités tout au long d'un processus, 3 types d'activités qui sont les activités à valeur ajoutée, celles où on transforme le produit final. Alors, on ajoute un composant, on code des lignes en plus, on recalcule un bilan d'amortissement dans un bilan comptable. Voilà, ce sont des activités à valeur ajoutée qui modifient le produit tel qu'attendu par le client. La seconde catégorie, ce sont les activités à non-valeur ajoutée, non-value added activities, les activités qui ne viennent pas modifier le produit final, mais qui sont nécessaires. On ne peut pas fonctionner sinon, on ne sait pas faire autrement. La technologie nous empêche de pouvoir faire plus simple ou plus rapide ou quoi que ce soit. Mais c'est obligé. Je citais un exemple une donnée d'entrée nous manque pour réaliser notre phase de processus. Cette donnée d'entrée nous manque, eh bien, il faut que j'en fasse la demande auprès de mon fournisseur interne, par exemple, hein, d'une équipe, d'une autre fonction. Je fais la demande de cette, je fais en sorte que ma demande d'entrée soit connue de l'équipe qui me fournira cette donnée d'entrée. Je prenais l'exemple d'une compagnie d'assemblage de PC customisés. Si je suis dans l'étape où je dois monter les cartes graphiques, s'il y a deux cartes graphiques, il m'en manque une, je dois en commander une. S'il m'en manque une, je dois la commander. C'est une activité qui ne modifiera pas le produit final, le PC customisé, l'acte de commander la carte. Ça ne modifie pas le produit final, mais c'est nécessaire. Sinon, je ne la montrerai jamais, la carte. Voilà. Et ensuite, les troisième catégories, ce sont les gaspillages, les activités de gaspillage, les waste, les activités qui sont totalement inutiles, qui ne servent pas du tout le process et qui ne, bien sûr, encore moins, transforment le produit final. Pour commander ma carte graphique, j'ai dû aller chercher dans tous les tiroirs ou tous les serveurs le formulaire approprié pour la commander. J'ai perdu une demi-journée. C'est du waste. Non seulement ça ne modifie pas le produit, mais en plus c'est même pas nécessaire. En s'organisant autrement, je pourrais éviter de perdre du temps pour savoir comment faire cette commande. Vous voyez ? Donc 3 types d'activités, et vraiment important à rappeler, je tiens à le rappeler là dans ce résumé de cette première partie. Une amélioration Lean vient adresser les activités à valeur ajoutée, qui elles, sur un process qui n'a jamais été adressé, par une amélioration, ne dépasse jamais 10%. 10% du lead time. 10% du lead time, c'est la valeur maximale, hein, répartie sur tout le process. Hein, c'est le montant maximal de valeur ajoutée. Donc, ça veut dire qu'on a 90% de gras ou tapé pour améliorer le processus. C'est extraordinaire comme chance d'amélioration, non ? Franchement. Et donc, on arrive
en venant adresser les améliorations, à réduire les non-valeurs ajoutées et à éliminer petit à petit les wastes, on vient réduire le lead time. On vient le réduire, celui-ci. Et donc, même sans toucher la valeur ajoutée, son pourcentage augmente, puisqu'on ne diminue pas sa longueur, mais la longueur totale diminue. Donc, pour illustrer, ici, on passe de 10 à 20%. Donc, toute la question du lean, d'un environnement lean, c'est de mettre tout le monde en capacité, avec le savoir et avec les outils et le support approprié, de détecter ces activités à non-valeur ajoutée et de gaspillage. Et en fait, elle se cache où? Elle se cache dans les 3 inefficacités, qui sont les MUDA, gaspillage. On va les rappeler très rapidement. Là, on les voit très en détail dans la vidéo précédente. Le MURA, la variation, c'est le but de ce module, et qui cela concerne particulièrement le Six Sigma. Et le MURI, la surcharge d'un processus qui va casser le processus, d'une machine, pareil, qui va la mettre nous forcer à la mettre en maintenance. Un rappel sur les 7 gaspillages. On garde la terminologie anglaise pour l'acronyme TEAMWOOD. Souvenez-vous de ça, TEAMWOOD. T pour transport, le transport du matériel, le transport des produits finis ou semi-finis quand on les transporte d'un endroit à l'autre. L'inventaire, ce sont les produits semi-finis ou finis en cours d'élaboration qui se traînent dans le processus entre les différents bureaux, par où passe un dossier technique, par exemple, ou un bilan comptable. C'est de l'inventaire. Ou alors des matériaux qui ont commencé à être usinés et qui sont stockés entre 2 étapes processus en attendant d'être traités. C'est de l'inventaire. Le motion, donc c'est le déplacement des personnes au sein du processus. D'accord. Donc dans un hall de production, pour aller d'une machine à l'autre, pour aller chercher un kit d'assemblage, pour aller chercher un nouvel outil, ça entraîne du déplacement du personnel. Le waiting, c'est l'attente. Donc, comme le nom l'indique en anglais, hein, le waiting, c'est l'attente. L'attente de qui? Ben, peut-être de l'opérateur dans une partie du processus, qui attend que la matière première arrive, ou qu'une donnée d'entrée, ou une donnée ou un produit ou un outil lui arrive. Souvenez-vous, la carte graphique qui me manque pour monter le PC, je l'ai commandé, je l'attends. Donc c'est soit l'opérateur, mais c'est rarement le cas, hein. Comme je l'expliquais dans la première vidéo, c'est rarement le cas, parce que la plupart du temps, on a d'autres choses à faire, d'autres produits, d'autres sujets en cours en parallèle. Donc heureusement. Mais en tout cas, il y a une personne qui attend, c'est le client final. Donc si un produit est mis dans l'inventaire entre 2 étapes processus parce qu'il manque un élément, et l'activité continue, le produit semi-fini, lui, il est quand même là dans cette place dans le process, et le chronomètre continue à tourner. Si on a mis un chronomètre qu'on a déclenché au moment de la réception de la commande du client, tac, on l'enclenche. Et souvenez-vous, ce chronomètre, on ne l'arrête qu'à la fin, quand le client l'a dans les mains, le produit. Mais le chronomètre continue, lui, à tourner. Et donc, le client attend. L'overprocessing, c'est de faire plus sur un produit que ce qui est nécessaire. On vous a commandé, vous êtes ébéniste, on est ébéniste, on nous a commandé une table avec 2 couches de vernis, on en met 4, et bien c'est du surprocess, de la surqualité. L'overproduction, la surproduction, qu'est-ce que c'est? C'est livrer plus de produits que ce qui était demandé. On nous commande une série de 1000 et on en produit 1100. Et les 100 en plus, ils sont bons en plus, mais on a utilisé de la matière pour rien, et c'est dommage. Mais c'est aussi la surproduction, c'est les produits attendus, les produits finaux, on les a livrés plus tôt que prévu. C'est considéré comme de la surproduction. Et enfin, le dernier, les défauts qualité. Le processus s'est terminé, on est prêt à le vendre, mais pas de chance, il y a un défaut qualité, il doit être mis au rebut ou réenvoyé au début de la chaîne, voilà, pour être refait, que sais-je. Donc c'est les activités où les améliorations lean se trouveront, ce sont les activités à non-valeur ajoutée et les waste.
Et ces activités-là, se retrouvent dans les 3 inefficacités. Et nous venons là de détailler la principale inefficacité. La principale, parce que c'est celle qui est le plus adressée, ce sont les gaspillages. D'accord? Donc souvenez-vous bien de ceci. Nous avons vu également l'historique. Je le fais très rapidement. Euh, donc très rapidement, ça veut dire que ça vient. Il y a Toyota qui en est à la racine. Hein. On entend parler du Lean. Il y a beaucoup de littérature sur le Toyota Production System, leur système de production à Toyota, qui a été développé dans les années 60 par principalement sous l'aide de Taiichi Ohno, consultant, ingénieur dans les années 60 dans l'industrie automobile et dans le manufacturing automobile. Il a collaboré avec des Américains beaucoup, et il a implémenté des outils et un état d'esprit d'amélioration continue qui s'est vu être développé de plus en plus, jusqu'à ce que les États-Unis viennent étudier cela. Et les États-Unis ont envoyé, les constructeurs américains ont envoyé une équipe du MIT étudier la façon de faire de Toyota au Japon. Et c'est donc cette équipe du MIT qui a modélisé cette façon de faire, que Toyota n'appelait sans nom, n'avait pas de nom spécifique pour la dénommer, et eux l'ont appelé Lean. Je raconte l'histoire de ce mot Lean d'ailleurs, d'où est-ce qu'il vient. Donc quelques outils que nous avons vus aussi, le CIPOC, une façon de décrire à un haut niveau un processus, le DMAIC, une phase, un processus pour séquencer un projet d'amélioration en 5 étapes. Le propos, la description se retrouve en début de cette vidéo là, avec le cercle. Donc D, c'est Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Les VSM, les Value Stream Mapping, qui permettent de cartographier un processus dans son détail avec il y a toute une terminologie sur les VSM, donc ça donne lieu à un module spécifique. Ces VSM, ces cartographies sont faites lors de Kaizen, des opérations flash qui durent quelques jours, qui pour un processus permettent en quelques jours de rectifier un processus et de le reformer et de mettre en place de nouvelles façons de faire, une nouvelle organisation. Et une fois que l'opération, le Kaizen est terminé, au bout de 3 ou 5 jours, le nouveau processus est prêt à être mis en œuvre. PPS, 5S sont d'autres outils. Le 5S sur l'organisation de l'environnement de travail, des outils, des données, des matériaux, la sécurité. Et tout cela avec une possibilité de maintenance de l'organisation qui a été décidée par l'équipe. Voilà. Le PPS est une méthode de résolution de problèmes, practical problem solving, qui, à partir d'un problème, permet d'arriver à la cause racine d'un problème et en corrigeant cette cause racine, faire en sorte que ce problème ne se répète pas. Donc voilà, ça valait le coup, je pense, j'espère, de revoir cette partie-là très rapidement. Reportez-vous sur l'e-book, qui est une base de connaissances complémentaires, qui viendra développer d'autres points, d'autres aspects que ceux que je mentionne. Donc, n'hésitez pas à utiliser les 2 supports. Et maintenant, continuons sur cette partie qui nous intéresse. On a vu le Lean. Maintenant, le Six Sigma. De quoi est-ce qu'on parle vraiment quand on parle de Six Sigma? Alors, la présentation que l'on voit ici, donc c'est sur la partie droite, on a mis Six Sigma. La façon dont je le décris, c'est Six Sigma égale réduction de la variabilité. C'est une façon de le décrire, pareil. C'est un sujet vaste, avec plein de perspectives possibles pour le décrire. Donc sur le triangle on cost, on quality, on time, c'est sur l'axe on quality que l'on vient axer notre propos. Alors, l'application du Six Sigma sur un process qui n'a jamais donné lieu à une amélioration est juste fantastique. On n'hésite pas à mettre ce chiffre-là. Pour la partie du process et pour le défaut que l'on identifie chez le client, mener une amélioration Six Sigma, ça permet d'annuler 99% de ce défaut-là. 99% d'occurrence de ce défaut. On est avec cette démarche-là, on est sur ce genre de résultat.
Par contre, cette démarche implique de l'investissement humain, de l'investissement de culture. Voilà, cela se fait sur le long terme. C'est là tout l'intérêt de Lean Six Sigma. Ce n'est pas juste de faire un projet d'amélioration pour obtenir les 99% que je mentionne. On va revenir sur le chiffre 99 d'ailleurs. Hein, mais c'est également s'assurer bien que ce genre d'opération puisse être répétée pour d'autres parties du process, pour d'autres moments où d'autres défauts apparaîtront, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que le Six Sigma? On parle de variabilité. Alors, regardons un petit peu ce que veut dire variabilité. Là, ce que vous voyez sur la page, cette cible représente les sorties possibles d'un processus. D'accord? Un processus, c'est un ensemble d'activités avec des données d'entrée, et après avoir procédé à ces différentes séquences d'activités, on a une sortie de processus. Et cette sortie de processus, c'est représenté par les fléchettes rouges qui tombent sur la cible. Et tomber au centre de la cible veut dire, dans ce schéma-là, être pile poil sur ce que demandait le client. Donc on est parfait. Hein, pile poil en termes de temps, de coût et de qualité. Et donc sur l'axe qualité, on dit tomber sur ce centre-là, ça veut dire on est bon. C'est exactement ce que demandait le client. Les deux autres barres verticales que l'on voit ici, ce sont les limites supérieures à droite et inférieures de spec. C'est-à-dire, on établit un contrat avec le client, on dit ce qu'on veut, le produit c'est celui-ci. Maintenant, on se donne une marge parce que la technologie, parce que la précision des outils, parce que je ne sais pas. Hein, et tout ce qui tombe dans cette marge là, entre la limite supérieure et inférieure, on l'accepte, c'est accepté, ce sera accepté par le client, c'est contractuel. Donc c'est bon. Et ce que l'on regarde, quand on parle de variabilité, on regarde comment, après plusieurs opérations du processus, où tombent les fléchettes, où tombent nos résultats de qualité de nos sorties du processus. Est-ce qu'elles tombent à côté? Est-ce qu'elles tombent dessus? Est-ce qu'elles tombent à gauche, à droite, etc. Et on vient le mesurer, et on a un histogramme qui vient mesurer, selon la hauteur, le nombre de sorties du processus sur quelle valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un ensemble de fléchettes qui est plutôt sur la limite inférieure de la spec, d'accord? Donc l'histogramme ici est plutôt décalé vers la gauche, ok? Plutôt décalé vers la gauche, ouais. Et il y en a aussi des fois qui tombent carrément de l'autre côté, au-delà des limites supérieures de l'aspect client. Donc là, on peut dire qu'on a un process qui n'est pas sous contrôle. Une fois, ça peut être sous les specs, une fois, ça peut être au-dessus. C'est rarement là où il faut. On n'est pas bon. Et en plus, ce n'est pas centré. D'accord? Donc ça peut partir de tous les côtés. Donc ni contrôle, ni centrage. Deuxième cas de figure, là, ça va un petit peu mieux. Vous voyez pourquoi? Parce le process est plus sous contrôle. La répartition des sorties, elle est plus limitée. Elle est juste entre ici et là, d'accord? Et on le retrouve sur l'histogramme là, qui est réparti, qui a cette largeur là. Voilà, c'est un histogramme plus mince, plus haut également, parce qu'avec le même nombre de sorties, elles sont réparties sur moins de résultats. Mais par contre, on n'est toujours pas centré. Dans ce cas-là, on est sur les limites hautes et au-delà des limites hautes de l'aspect. Donc le centrage de nos résultats, il est au-delà des limites et à gauche, à droite de l'aspect. Donc on a un process qui est plutôt sous contrôle, ça va. Ça part pas de tous les côtés non plus. Par contre, on n'est pas centré, donc on n'est pas bon. La troisième cible, je vous invite à regarder, on va passer sur la courbe après, hein, la courbe à côté. C'est, voilà, un process statistiquement sous contrôle et centré. Là, on est bon. On n'est pas tout le temps parfait, mais c'est pas grave, c'est le contrat, c'est prévu, c'est ce que nous permet les conditions actuelles d'exécution du processus, d'accord? Donc c'est normal. Donc le sigma, qu'est-ce que c'est?
C'est ce qui vient mesurer la dispersion du processus. Comment est-ce qu'est dispersé le processus? S'il est très dispersé et éventuellement décentré, et dispersé et éventuellement décentré. Donc le but étant de rester à l'intérieur de la spécification client. Donc, il faut se caler dedans. Donc il faut réduire la variabilité du processus et pas tout d'un coup, juste parce que il fait mauvais temps dehors, eh bien les sorties du process, les livrables du process vont être hors spec. Non, d'accord. Il faut que la variabilité soit limitée et sous contrôle. Alors sur la partie droite ici, un petit rappel mathématique. Alors on ne va pas descendre dans les. Je ne suis moi-même pas professeur de mathématiques, même si j'en ai fait, mais la statistique c'est tout un monde. Mais je trouve intéressant de rappeler d'où vient le terme sigma. Donc ça vient de la statistique sigma pour ceux qui en ont fait il n'y a pas trop longtemps. C'est l'écart type. Quand on parle de statistiques sur une série de nombres, sur une série de G, de D par exemple, donc on a la notion d'écart type et c'est ce qu'on intitule, c'est ce qu'on symbolise par le sigma en mathématiques. Donc ça vient de là. Or maintenant, quel est le lien entre cet objet mathématique et la variabilité dans un processus industriel? Alors, regardons ce lien. On part de cette courbe, on appelle ça une courbe de Gauss. Sur cette courbe qui va représenter la répartition des sorties d'un processus, tout comme l'histogramme ici. D'accord? On a cela. Donc cette répartition selon une courbe de Gauss, on va y trouver le sigma qui va correspondre à un point d'inflexion d'ailleurs. Géométriquement parlant, on a un point d'inflexion de la courbe à cet endroit-là. Et donc, on a le 1 sigma ici, c'est l'écart type. Être à un niveau 6 sigma pour un processus, ça veut dire que l'écart entre la limite de spécification ici basse et la limite de spécification haute, et donc les résultats de notre processus tombent tous entre ces deux limites, et cette distance entre les deux est égale à 6 sigma. On a 6 fois, regardez là, 2, 3, 4, je l'ai déjà dessiné, 5, 6 fois le sigma, 6 fois l'écart type. Donc imaginez maintenant, juste essayons de visualiser cette courbe, si on avait des résultats qui sortent des specs. On aurait la courbe qui s'étalerait, comme ça, qui s'étalerait, qui s'élargirait, et le point d'inflexion serait décalé vers la droite. Et donc l'écart type augmenterait et on aurait moins de 6 sigma à l'intérieur des specs. Vous voyez, c'est le principe. Je vous invite, si c'est pas forcément évident à saisir comme ça avec juste une page et mes explications, plus ou moins laborieuses, vous m'en pardonnerez, mais je ne rentre pas dans un cours détaillé de mathématiques. J'espère que c'est suffisant pour venir illustrer quel est le lien. Et être à un niveau 6 sigma, donc veut dire 6 fois la distance, et d'un point de vue processus industriel, on quantifie ça de la façon suivante, c'est équivalent à 3,4 défauts par million d'opportunités. Alors une opportunité, c'est un terme très générique pour dire livrable ou sortie d'un processus. Donc, si on déclenche 1 million de fois le processus, on a 1 million de livrables. Si on est 6 sigma, ça veut dire qu'on n'a pas plus de 3,4 défauts. Ce qui ne représente rien. C'est trop, même pas 4 produits défectueux pour 1 million d'unités produits. Waouh! Je connais bien des entreprises qui rêveraient d'avoir ça. Donc du coup, regardons un petit peu ce que ça veut dire ce chiffre-là et comment ça se manipule. Est-ce que ça veut dire qu'on est à 0 sigma ou 6 sigma? Non, on peut être entre les deux. Donc ça veut dire quoi? Ce chiffre, il se calcule comment? Tout simplement, on prend le nombre de livrables prévus. On doit faire on doit produire 1000 unités dans la journée, d'accord? On soustrait à ce nombre le nombre de produits défectueux,
qu'on a à la fin de la journée, et on divise par le nombre de livrables qu'on multiplie. Je vais ajuster ma flèche quand même pour éviter la variabilité dans la précision de mon propos. On divise le tout par le nombre de livrables et on remultiplie par 100 et on obtient un pourcentage. D'accord. On obtient un pourcentage et donc sur une échelle de sigma, quand on est à 6 sigma, je vous disais tout à l'heure, ben c'est en fait 1 million d'unités moins 3,4 produits défectueux divisé par 1 million et ça donne un pourcentage de 99,99966 succès. Et donc être à 2 6 sigma, en fait être à on va le prendre comme ça, la lecture de ce tableau. Prenons-le par les défauts par million, DPM, defect per million. Si on a au-delà de 308 537 produits défectueux par million d'unités produites, on est à 2 sigma. Et ça représente quoi? On a 69,1% des produits qui sont bons. Alors, ça veut dire qu'on a 30,9, c'est ça, hein, oui, 30,9% des produits qui ne sont pas bons. C'est déjà moins bon, hein, dit comme ça. Hein, on a plus envie de se pencher sur le processus. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est par rapport. Donc ça inclut déjà la notion de mesure. Il faut mesurer par million d'unités produites ce que l'on a, produit de défectueux, et on en déduit, et ce qu'on a produit de bon également, et on en déduit un niveau en sigma. Donc après, il y a des décimales, hein. On peut être à 4,3 sigma, etc. Alors prenons un exemple. Mettons que nous sommes ensemble, là, nous représentons une société de numérisation de documents. Une clinique vient nous voir et veut industrialiser, veut sous-traiter la numérisation de tous ces dossiers patients. Depuis qu'ils existent, tous les dossiers, ils veulent tout numériser. Ça représente 125 000 dossiers. Voilà, ils ont eu 125 000 patients qui sont venus les visiter depuis leur création. On procède à cet ouvrage, à cette œuvre-là, nous numérisons tous les documents, tous les dossiers patients, et nous constatons, en finale, en sortie, qu'il y a 228 erreurs sur l'identité des personnes. Un mélange de dossiers, de noms, un papier d'un patient qui s'est glissé dans le dossier d'un autre, que sais-je. Il y en a 228. Donc, calculons notre niveau sigma, on va en profiter. D'accord. Même si on n'a pas fait 1 million, c'est 125 000, mais faisons-le quand même. Donc, on a 125 000 dossiers, moins 228 défauts, divisé par 125 000, multiplié par 100, égale 99,81%. Et ça nous mène où, ça? Ça nous mène même pas à 5. Ça nous mène ici. D'accord? Donc, ça nous mène à ce niveau de 4 sigma et quelques, presque 5 sigma, mais on n'y est même pas. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? On a un super chiffre, on a un super résultat. Franchement, en tant que société, on n'est pas trop mauvais en numérisation. On peut aller voir, on a envie d'aller voir nos clients, de faire du marketing, de dire, hey, on obtient des résultats supérieurs à 99,8% de bons résultats. On pourrait s'en satisfaire. Mais maintenant, si on multiplie le coût des correctifs, si on inclut le coût de faire la correction, de tout cela. Il faut retrouver quel dossier était mauvais, quel papier, où est-ce qu'ils sont, retrouver les bornes, les dossiers originaux qui sont stockés je ne sais pas où, le temps que ça va prendre, l'énervement qu'on va avoir, du côté du client aussi, la clinique elle-même. Ajoutons le mécontentement des clients, des patients, et de leur famille, qui vont voir qu'il y a des erreurs, qu'un mauvais courrier leur est adressé ou qu'ils ne reçoivent jamais un document, que sais-je, et ne pensons même pas à l'image de marque de la société de numérisation et donc l'image de la clinique et donc de la nôtre. La détérioration de marque. Donc c'est 99,81% de réussite, ça semble super, mais en fait non, c'est pas bon. Et si on regarde ceci de façon un peu plus large, bien souvent on se dit, en réfléchissant en pourcentage,
99% de succès, c'est cool, on aime. Mais si on regarde un peu ce que ça veut dire, regardons avec ces exemples. Sur Gmail France, ça voudrait dire 99% de succès, ce qui est bon. Ça voudrait dire quand même 378 emails, 378 000 emails perdus par jour. Ça voudrait dire dans une station de traitement des eaux, pour qu'il y ait de l'eau qui est distribuée en eau potable à une ville, ça veut dire que par jour, il y a 15 minutes d'eau non potable distribuée. Et on est à 99%, mais on n'accepte pas ces 15 minutes d'eau non potable distribuée. Ça voudrait dire, sur une année au Maroc, sur l'ensemble de toutes les opérations chirurgicales effectuées, en prenant les chiffres du Maroc, par exemple, ça voudrait dire que par an, il y a 3180 procédures, opérations qui sont ratées, avec les conséquences qu'il y a. C'est pas acceptable non plus. Ça veut dire 7 heures par mois sans électricité. Ça veut dire 20 pains de sandwich trop cuits par jour pour le quartier, pour l'établissement où on adore aller les acheter et qui vont pas être et qui vendent assez dans le quartier, et ça peut mener jusqu'à 20 pains trop cuits par jour, 20 clients déçus et qui vont aller chez le concurrent en face, sur le trottoir d'en face. On ne peut pas accepter ça. Donc 99%, il ne faut pas se fier à ce chiffre. Et c'est là l'intérêt de la variabilité, de l'étude fine de la variabilité, et donc du Six Sigma, du Lean Six Sigma. C'est l'intérêt qu'il y a, c'est de ne plus penser en pourcentage, mais de penser en sigma, donc en millions d'unités produites, que l'on soit une industrie à fort débit de produits, hein, je parle de Gmail ou alors d'une production d'eau, ou alors une boutique d'alimentation de quartier. C'est pareil. C'est approprié de venir penser en sigma. D'où est-ce que cela vient, hein? Un petit peu d'historique sur le Six Sigma. Alors, autant le Lean vient beaucoup principalement du Japon, le Six Sigma, on va l'orienter. Son origine provient du continent nord-américain, des États-Unis. Alors là, il faut remonter. Alors c'est peut-être pas tout américain, hein, mais il faut remonter à l'introduction des statistiques. Donc, on a vu tout à l'heure la courbe de Gauss. Mais il y a eu un pas significatif dans la première moitié du XXe siècle avec Monsieur Shewhart. Monsieur Shewhart est un statisticien et il est venu appliquer les principes de la statistique au milieu industriel. C'est une personne qui, avec ses étudiants, ses équipes, hein, dans le cadre de ses recherches, qui a réussi à établir une loi, au sens méthode, hein, loi mathématique ou une loi qui montre que 3 sigma, donc ils savaient ce qu'était le sigma, hein, donc on a Gauss en antécédent, 3 sigma impliquent une amélioration, un besoin d'amélioration dans un processus industriel. Donc ça a été très novateur. Hein, puisqu'on inclut dans le monde industriel, dans le monde typé de la production, la notion de systématisation, de déclenchement d'amélioration selon une mesure. 3 sigma, c'est un signal pour toute l'usine de déclencher une amélioration. Donc c'est la personne qui a amené les control charts et tous ces moyens-là. Une deuxième personne prédominante dans le sujet du Six Sigma, mais aussi du Lean. Alors ça, c'est Monsieur Deming qui a amené le PDCA. Mais en fait, il a commencé également par amener les principes de Shewhart à d'autres milieux que la fabrication, et même au niveau managérial. Donc Deming est quelqu'un qui, en venant des États-Unis, où d'ailleurs il avait du mal à déployer ses méthodes, c'est lui qui est à l'origine du PDCA, Plan Do Check Act, hein, le cycle continu de l'amélioration, où tout le monde s'implique et petit à petit on améliore les choses. Ça n'a pas vraiment pris aux États-Unis, qui était très taylorisme, etc. Et c'est en allant au Japon où il a continué ses recherches, il a fait du consultanat, il a fait de l'enseignement, où la collaboration qu'il a eue avec les industries et Toyota,
également, a amené à la création du Lean, en fait, tout simplement. Hein. Donc, le PDCA, c'est un des basiques, des fondements du Six Sigma. Donc, on voit déjà là, entre les deux, se rejoindre le Lean et le Six Sigma, hein, ne serait-ce que par de... C'est dans les années 80 ensuite, toujours aux États-Unis, où en construisant sur ses antécédents méthodologiques, théoriques ou autres, il y a eu un fait dans le business de la fabrication de télévision dans les années 80. Motorola se fait racheter une usine par un japonais, par une entreprise japonaise, et cette usine, peu de temps après, obtient un résultat qualité, une performance qualité 20 fois supérieure à ce qui était le cas avant. Donc là, c'est un choc. C'est un choc pour Motorola. Et Motorola décide à partir de ce moment-là de construire un programme d'amélioration qui vise à améliorer d'un facteur 10 la production qualité, le niveau qualité de la production en 5 ans. En 5 ans seulement. Donc en 5 ans, c'est quand même très rapide hein, comme programme d'amélioration. Faire x10 en résultat en amélioration qualité sur une chaîne de production de produits tels que la télévision dans les années 80, donc il y a 40 ans, en 5 ans, c'est un sacré challenge. Donc une équipe est nommée pour cela. Et cette équipe va reprendre les travaux de Schuhart et Deming et ils vont travailler ces aspects-là. Et principalement, ils vont revenir sur ce fait, sur faire basculer la direction et les équipes et les différentes fonctions sur la vue statistique et persuader l'entreprise que travailler en pourcentage, ça ne permet pas de voir les vrais défauts. Il faut travailler en millionième, il faut travailler en sigma. Et ils sont venus élaborer cette méthode, mais ça a pris 20 ans pour arriver à ce que l'on connaît aujourd'hui et ce que je vous passe de façon rapide en ce module fait en 2 vidéos. Hein. Cela a pris 20 ans à être développé. Et cette équipe est venue construire et définir cette méthode de Six Sigma et la déployer tout au long des années 80, donc le reste des années 80 et 90 jusqu'au début des années 2000 où sûrement qu'elle s'agrémente encore, mais elle a atteint sa maturité au tout début des années 2000 en fait. Il y a donc Motorola hein, est l'entreprise qui vient cibler, qui vient donner une marque, un nom à cette méthode Six Sigma. Il y a eu un aspect, une partie de cette équipe de Motorola, qui n'a pas toujours été chez Motorola, après qui a pris son indépendance, qui a déployé ses concepts et ses principes via des cabinets qu'ils créaient eux-mêmes et des partenariats des universités, etc. Bien sûr. Mais début des années 90, est intervenu un nouvel axe de la part d'une personne d'une ou deux personnes de cette équipe, qui est le rôle de l'implication du management dans une telle démarche Six Sigma. Comme quoi ce n'est pas juste une affaire de statisticiens, de gens qui analysent les taux de production, les taux de défauts, mais c'est aussi une affaire des leaders et aussi une affaire de finance. Et ça, c'est un axe qui a commencé à être développé et qui a frappé quelqu'un, une personne qui est venue marquer l'histoire du cheminement du Lean Six Sigma, c'est Jack Welch. Jack Welch, le PDG de General Electric, à qui ça a vraiment parlé. C'est quelqu'un qui avait en tête toutes les opérations tous les sujets, les méthodes d'amélioration de la qualité de l'époque et qui n'était pas vraiment convaincu de tout ce qui se faisait. Et là, il avait été touché. Hein, c'était des sujets qui commençaient à être beaucoup échangés dans les forums entre leaders d'entreprises mondiales de grande envergure, et ça l'avait et il s'y est impliqué lui personnellement. Je vous invite à lire son livre, Jack Welch. On aime ou on déteste. Hein, ce genre de manager, de leader, en tout cas, c'est quelqu'un qui a poussé le sujet et qui a compris l'intérêt de l'implication de la direction dans de telles démarches d'amélioration de qualité.
Et c'est lui d'ailleurs qui a mis en place la notion de certification belt avec les green, yellow, green et black belt. D'ailleurs, General Electric, si vous voulez être manager, donc il a mis ça en place au début des années 90, tout le monde devait être qualifié. Donc, s'il n'y avait pas d'intérêt à aller plus loin pour soi personnellement, pour la compagnie, pour l'équipe où je suis, le white belt suffit, d'accord. Mais par contre, si je veux devenir chef d'équipe, il faudra que je sois green. Ah, ben, faut que je passe une accréditation green belt. Donc, il forçait tout le monde à adopter la notion d'amélioration continue et à être en mesure de la mettre en pratique. Et le mieux, c'est pas juste une séance d'information, parce que vous êtes manager, vous avez autre chose à faire. Non, c'est votre principal job. Pour ça, Jack Welch était vraiment, vraiment, vraiment fort. Pas que pour ça, évidemment, mais pour cet aspect-là, c'est assez démonstratif. Et donc après, selon le niveau de management auquel vous étiez, que vous visiez, vous deviez aller vers un green ou un black belt, etc. Et donc, c'est un peu là. On est plusieurs à dire que c'est là que s'est fait la jonction entre le Six Sigma et le Lean. Hein, c'est là où les deux se sont officiellement mêlés et ont contribué ensemble à aller vers le même but, l'amélioration de la qualité d'une organisation. Si on parle d'outils, dans le cadre de Six Sigma, voilà des outils que l'on rencontrera. Ce n'est pas exhaustif, on les survole, c'est un white belt, je le répète. Premièrement, on part de la vue client, customer focus. On est centré sur le client. Évidemment, si on parle de défaut qualité, hein, la cible, pour savoir où est la cible, où est-ce qu'elle se trouve, quelle taille elle fait, etc. Mais il faut discuter avec le client. Hein. Il faut être au courant de ce que veut le client, de ce que veut le marché, etc. SPC, Statistical Process Control, et c'est tout un panel d'outils et d'outillages statistiques pour le contrôle des processus, comme son nom l'indique, qui est plus qu'utilisé. Donc, on se base beaucoup sur les statistiques. On parle données. Hein, dans la data, c'est plus qu'important dans le Six Sigma. Le tout implémenté avec la notion de continuité. On se base, et là, une jonction à nouveau entre les deux, sur les outils du Lean également, la notion de waste, et vient apparaître également la notion de CTQ, Critical to Quality. CTQ, Critical to Quality, ça vient on va faire le lien avec dans l'ISO, on parle de Key Characteristics, les caractéristiques clés d'un produit. Qu'est-ce que cela veut dire? Je fais juste un petit zoom juste sur celui-ci. Nous avons un produit, nous voulons sécuriser le processus pour assurer une bonne qualité de production de ce produit, qu'il soit comme on voulait. On ne peut pas tout mesurer sans arrêt, tout contrôler. D'accord. Donc il y a peut-être des choses, des composantes, des caractéristiques de ce produit on peut relâcher la pression. Hein, on va pas mettre tant d'outillage ou d'efforts ou d'heures à venir mesurer les résultats sur cette partie du produit parce que le process est maîtrisé, la techno est ok, etc. Donc ce n'est pas critique. Par contre, il y en a d'autres, ben, c'est là parce que c'est un nouveau matériau, un nouveau procédé, que sais-je. Cela, il y en a certains qui vont être considérés comme clés. Voilà. Clés, donc ce sont des caractéristiques clés, et donc c'est critique pour la qualité du produit. Critical to quality. Alors, une fois qu'on a compris d'où vient le Six Sigma, pourquoi l'intérêt de venir mesurer cela, que ce n'est pas juste pour des chaînes de production à gros volume où on produit des centaines de milliers de pièces par semaine, non, c'est aussi pour le pizzaiolo du coin, du quartier, où on va chercher sa pizza le dimanche soir. Et une fois qu'on a compris ça, on se dit mais du coup, bon, bah, on calcule à la fin d'un process le taux de produits défectueux, et puis on se positionne, et puis bon, bah, on regarde un peu les outils qu'il y a, avec le support approprié des belts. Non, c'est pas aussi simple que ça, bien sûr, hein, parce que là, on peut parler de process plus ou moins simples. Les process, la plupart du temps, sont plus compliqués que l'élaboration d'une pizza, qui n'est pas compliqué en tant que process, mais en tant qu'expérience, oui, on sait d'où viennent les bonnes pizzas.
Mais les process, la plupart du temps, sont complexes et ont plusieurs parties. Si on regarde ici un process global, juste à 3 parties, on va avoir un sigma global qui va avoir un certain niveau, mais ces 3 parties, chacune va avoir son niveau sigma, son niveau de production qualité, à 4.3, à 3.1 ou à 2.2. Donc imaginez, ensemble, là, on est là, on va aider le processus global, et la personne qui gère ce processus global va dire, mais où est-ce qu'on commence? Et bien là, nous devons le conseiller. Il s'agit pas forcément d'adresser le plus petit sigma, la partie P1, non, pas forcément. Pourquoi? Bah, parce que peut-être que cette partie-là, pour passer de 2,1, de 2,2 à 2,8 ou 3,4, peut-être que cela demande un investissement énorme. Il s'agit peut-être de racheter des machines, de changer la machinerie ou de changer de procédé, donc reformer tout le monde. Voilà. Donc il s'agit de considérer tous ces critères. L'impact sur le client, est-ce que ça compte vraiment pour eux? De se dire, bah tiens, on pourrait attaquer P2 alors, parce que c'est moins coûteux, etc. Ouais, mais P2, là, il sort à 3,1 sigma. Mais d'un autre côté, là, les défauts qu'on a, ils sont rattrapés après, et le client le voit pas vraiment. Enfin bon, c'est peut-être pas là la priorité. Du coup, il faut prendre tous les critères possibles. Ça peut être la facilité et la rapidité du changement. Ça, c'est un bon critère. En tant que belt, ce que je fais et ce qu'on fait en tant que belt quand on approche une équipe, c'est on garde toujours sous le coude dans ce qu'on partage avec les gens, les personnes, les équipes dans l'analyse de processus, les choses qui semblent être plus faciles que les autres. On apprend à les détecter de plus en plus facilement et les mettre sous le coude pour dire tiens, commencez par celle-là aussi, là, qui est une amélioration facile, qui va permettre de commencer à se faire la main sur le sujet. Donc, sur ces paramètres-là, il est important de lier la connaissance des clients et de leurs besoins au flux de valeur. Donc, il y a les besoins clients et le flux de valeur qui remonte jusqu'à la commande, le processus par lequel passe la valeur, le value stream. Tout ne se fait pas en un jour, donc l'approche continue est à privilégier, elle est clé, bien sûr. Identifier continuellement les secteurs à améliorer, c'est ça la notion de continuité. Elle vient là. C'est de façon continue, on mène une amélioration, on la clôt et on en entame une autre. On la clôt. Donc ce ne sont pas des projets qui durent indéfiniment. D'où la nécessité d'avoir des choses à taille limitée pour qu'on ait une profondeur de champ courte, qu'on voit la fin, le bout du tunnel. Voilà. Non aux projets qui n'ont pas de fin. Ça, c'est à proscrire, vraiment. Et donc, afin d'amener tout le monde en mesure d'identifier continuellement quelle partie du processus à améliorer et les opportunités à en tirer. Donc, la stratégie du petit pas est à privilégier, petit à petit. Donc, les bénéfices de ça, du petit pas, c'est on sécurise le produit qu'on sert. D'accord, le service que l'on produit, tout cela est sécurisé. On sécurise les clients. On va modifier juste une petite partie du processus. Ça va, on reste sous contrôle, on maîtrise les risques. Ça permet aux équipes d'apprendre à manipuler des outils d'amélioration, au belt de se former également à ça, d'acquérir de l'expérience, de s'aguerrir sur ces outils, et puis aux équipes de comprendre qu'ils sont en mesure de proposer leurs idées pour les améliorations et de comprendre que c'est faisable, qu'on peut modifier les choses, que c'est bien, que c'est plaisant à faire en plus, et qu'on en obtient de la reconnaissance. Et donc maintenir la motivation. En termes de process, méthode, outils, nous revenons ici sur le DMAIC, DMAIC. Measure, Analyze, Improve, Control. Alors je ne passe pas la partie D, le Define, qui n'est pas vraiment spécifique au Six Sigma. Et si on se porte sur les 4 suivantes, dans la phase de mesure, ce dont on viendra parler, c'est comme dans le Lean, on aura des value stream mapping, on aura aussi des diagrammes de cause à effet, ou Ishikawa. On parlera de capacité de process, et là on est spécifique. C'est Sigma, d'accord. Quelle est la capacité du processus?
Les experts en supply chain connaissent très bien cette notion-là, la notion de théorie des contraintes, etc. Dans la phase d'analyse, il s'agit de mener des études où on fait varier de façon multiple avec différentes combinaisons tous les paramètres et on étudie les différentes variations. Nous expérimentons et cette expérimentation nous permet d'aller vers la définition de nouvelles façons de faire et d'améliorer le système et de les implémenter. Et donc, on modifie le système qualité, la façon dont le process est contrôlé, en changeant les KPI s'il faut, etc. Et puis à la fin, on contrôle, c'est la fin du processus séquentiel DMAIC, et on teste le nouveau système. Error proof, est-ce que c'est à l'épreuve des erreurs ou pas? D'accord. Donc en termes de données, on a ici toutes les inputs du processus. D'abord, on a tout, l'ensemble de tout, les caractéristiques des matériaux, des matières premières, leur quantité, que sais-je, la calibration des machines, etc. On descend et on va converger vers les éléments clés. On va passer par les Key Process Input Variables, KPIVs. Et ensuite, parmi celles-là, il y en a qui sont critiques. Et puis enfin, il y a celles qui serviront de levier, celles qui sont clés et celles sur lesquelles on doit vraiment agir. On voit qu'il est beaucoup question de données. Donc c'est la caractéristique du Six Sigma. Et j'ai envie de dire, c'est la difficulté singulière du Six Sigma. C'est le focus sur l'attention portée de façon continue. Et ce n'est pas un moindre effort, attention à ça, il ne faut pas le négliger, sur la mesure, sur la donnée. Quand on a un processus, tel que décrit ici sur la gauche, on a différents types de données et elles sont multiples. Quand on commence à penser données, en fait, on pense qu'il y en a une, deux, allez, maxi trois. En fait, non, on se retrouve vite avec c'est en dizaines que cela se discute. Et donc, on va commencer à catégoriser ces informations, ces données-là. Il va y avoir la matière première, les composants, les choses hard qu'on trouve dans le produit même. Il va y avoir ensuite les inputs qu'on peut pas vraiment contrôler. On les prend, c'est commandé à la chaîne, c'est de la matière première, aluminium, et puis on la prend telle qu'elle est, quoi. Et puis les autres inputs qui sont dites contrôlables. Voilà, c'est une façon de répartir en trois catégories les inputs. Et parmi celles-là, on va identifier les inputs qui sont clés. Voilà. S'il y a une petite variation sur ces entrées, hop, la variation sur l'impact sur la variabilité de notre processus est non négligeable. Et tout de suite, elle se voit et le client est au courant. Enfin, le client le voit. Donc, c'est pas bon pour nous. Et il y a ils sont considérés comme caractéristiques clés. En fait, impact les caractéristiques clés de la sortie. Et donc, on vient réduire cela. Donc, pour être en mesure de faire ça, il faut déjà faire des mesures. Il faut déjà être au courant de ce qu'on a comme input et venir analyser ces entrées-là. Donc, mesurer est le point de départ du Six Sigma, mais c'est aussi le point d'attention continu. Et donc, quand je dis de ne pas le négliger, c'est-à-dire qu'il faut prévoir du temps pour le faire, des gens et du temps. Parce que ça va être c'est vraiment une tâche particulière. La fonction qualité, heureusement, est là pour l'aider, ça fait partie de son métier. Des principes que j'aime bien par rapport à ça, parce que c'est important de se le rappeler, c'est des lapalissades, comme on dit, des choses évidentes, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est tout. Si on n'a pas la donnée, on ne sait pas. On ne saura pas vraiment où améliorer. Si on ne peut pas exprimer ce qu'on sait sous la forme de chiffres, alors on ne sait pas grand-chose. Ça, c'est un principe que j'ai toujours bien aimé, qu'on pourrait s'entendre citer par des grands-parents ou des aïeux. Mais au-delà de ça, si on ne sait pas chiffrer quelque chose, on ne sait pas grand-chose. Si on ne sait pas beaucoup sur un sujet, du coup, on peut pas vraiment le contrôler si on ne sait pas grand-chose sur ce sujet. Et puis si on ne peut pas vraiment contrôler un sujet, alors on laisse la place à la chance. Et la chance, c'est pas bon parce que la chance nous fait perdre des clients. À propos de Deming, je le fais en anglais, la traduction en français en direct, c'est toujours laborieux, même si hard work and best efforts put forth without guidance of profound knowledge may well be the root of our ruination. There is no substitute for knowledge.
Donc le travail dur et autant d'efforts qu'on puisse mettre en avant, mais sans guidage ou de connaissances profondes, pourrait être la cause de notre ruine. Il n'y a pas de substitut à la connaissance. La connaissance d'un processus, on ne peut pas y échapper. Et la connaissance dans le détail. C'est pas juste, non, mais c'est comme ça, je te le dis, bah, ça fait 15 ans que je travaille sur ce processus-là. Vous l'avez déjà entendu, ça. Hein. C'est bon, je sais où il est le problème. Non, non. Lean Six Sigma, c'est d'accord, super. Ton expérience, elle est vraiment importante. Ça me permet de voir où on va diriger nos efforts principalement. Principalement. Donc, vous allez mesurer. Voilà. Quitte à le faire avec la personne pour dire, tiens, on va mesurer pour être, pas pour être sûr, mais parce qu'on va pas insinuer que la personne a tort, mais pour venir, pour être sûr d'utiliser les bons outils derrière d'amélioration. D'accord? Ben, on va le mesurer, etc. Ben, viens nous aider avec ton expérience, etc. Faut pas se satisfaire juste des choses qui seront dites par une personne ou par une seule équipe parmi d'autres. Ils auront raison, mais il y a plusieurs vérités. Hein, c'est ça qu'il faut retenir. Il y a plusieurs vérités. Il y a la leur, mais il y en a d'autres également qui ne voient pas forcément tout malgré l'expérience. C'est pas une question d'avoir raison ou tort. C'est juste une question d'avoir une vue complète. Donc, les rôles dans le Six Sigma. Nous avons les belts. Alors, les whites, qui sont les personnes informées de ce qu'est l'amélioration continue, en quoi cela consiste, et qui sont au courant, qu'ils auront à investir un peu de leur temps dans des projets d'amélioration pour fournir des données, pour contribuer à des cartographies, aider à cartographier, etc. Puis il y a les yellow, green et black belt que je mentionnais au début, qui sont là pour apporter la méthodologie, les outils, engager les équipes, assurer la participation de tout le monde, donc selon leur niveau. Hein. Le yellow, je le répète, qui vient supporter le déploiement des outils, il ne maîtrise pas vraiment, c'est pas une personne qui maîtrise encore. Les green belt qui peuvent mener déjà des petits projets d'amélioration, et les black belt qui peuvent mener des projets de plus grande envergure. Mais également contribue à la dissémination de la culture. Alors tout le monde contribue à la dissémination de la culture. Le black belt, il contribue en venant coacher, en venant enseigner même également au green belt et au yellow belt. La culture, tout le monde y participe. Hein. Mettons, nous sommes dans une entreprise. On a envie de s'intéresser au sujet de l'amélioration continue. On entend parler d'un white belt. On y va, on est white belt. Puis après, on passe yellow belt ensemble. On est yellow belt. Puis il y a nos copains et copines dans la même équipe qui disent, ah, mais qu'est-ce que tu as fait? T'étais pas là pendant une semaine. C'était bien ta formation? Ouais, c'était génial. Et puis on a vu que tu invité à un projet sur un truc d'amélioration un projet d'amélioration dans notre entreprise. Tu vas aller voir, t'es invité, ah, t'as de la chance, c'est bien, c'est quoi? Et une fois que c'est passé, ça, on leur raconte, et puis on vient dire l'intérêt qu'il y a, tout ça. Nous sommes tous, en tant que Belges, des disséminateurs de culture d'amélioration continue. Voilà. Nous avons vu dans la première vidéo le White Belt Programme, le Lean Management. Nous venons de regarder ensemble ce qu'est le Six Sigma. J'espère que vous avez avancé sur ce sujet-là, et je vous invite à compléter en lisant cette partie-là du book du CSSC. La dernière partie, c'est une liste non exhaustive, mais de processus et de méthodologies d'amélioration qualité dans le business, dans une organisation, dans une entreprise. Ce sont des processus qui sont listés dans la base de connaissances CSSC et sur lesquels il y a des questions dans l'examen. Donc vous allez voir, nous allons en voir quelques-unes. Donc il y a le Lean Process Management, le TQM, on va voir ce que c'est, le BPR, le Scrum, le CEM, etc. On va juste les parcourir rapidement, je le répète. L'objectif n'est pas de connaître et de savoir comment déployer ces méthodes-là. L'objectif est d'en entendre, de les évoquer ensemble et de comprendre quels axes, quelles sont leurs principales caractéristiques et objectifs. D'accord? Alors le lean management, je ne vais pas le répéter, c'est la première vidéo. Mais ici, j'en profite pour faire le parallèle et repartager avec vous comment ils vont de pair, le lean et le Six Sigma.
Les deux sont une approche culturelle. Ce n'est pas juste un one shot, c'est pas juste une méthode que l'on déploie de A à Z pour une opération une fois et puis on arrête. Non. Le Lean et le Six Sigma. Donc le Lean Six Sigma, c'est une culture, c'est une démarche sur le très long terme dans une entreprise. C'est utilisable pour un projet, pour une usine, pour un produit, une fonction, une entreprise dans sa globalité. Donc c'est à plusieurs échelles, c'est à échelle variable. On parle pour les deux d'amélioration continue, Kaizen. Ça a été développé, les deux, dans le monde de la fabrication, dans le manufacturing. Mais les deux, maintenant, depuis longtemps maintenant, hein, depuis 20 ans, sont déployés dans différentes fonctions. Donc applicables à tout processus. Hein. L'IT, le support, une fonction client, la fonction service client, les finances, même les RH. Je fais partie de ce métier, et oui, même les RH, bien sûr. Et les deux requièrent une forte implication du management. L'autre processus est la méthodologie, plus qu'un processus, c'est ce qu'on appelle le TQM, Total Quality Management. Alors c'est quelque chose qui est apparu fin des années 70 et qui a été très développé dans les années 80. C'est une méthode qui a été formidable, qui l'est toujours peut-être, mais quand même on a mieux maintenant, mais qui a été formidable, qui a apporté beaucoup. Malheureusement, elle a eu la réputation, et c'était une des méthodes qui a été ciblée par Jack Welch, que je mentionnais juste auparavant, qui avait un peu le TQM en tête pour dire c'est une méthode à grand coût, mais les retours sont pas forcément évidents, quoi, sur les retours sur investissement. Donc il lui fallait autre chose. Et il a trouvé autre chose avec le Lean et avec le Six Sigma. Mais néanmoins, ça a été majeur dans la progression de ces sujets-là, de l'amélioration qualité dans les entreprises. Et sans cela, le Lean et le Six Sigma, le Lean Six Sigma ne serait pas, hein, ou alors ne serait pas encore là, ne serait pas à la maturité où il est aujourd'hui, en tout cas, hein, que ce soit dans l'industrie et les services. Donc, ces points forts, pourquoi? Qu'est-ce que ça a amené? Tout d'abord, une application du management, une application du management et sur que ce soit sur les aspects process, sur l'amélioration, la gestion des processus, la relation avec les clients, etc. L'application du management exécutif, c'est le TQM qui a commencé à l'amener. C'est la fonction qualité qui s'est assise à la table de direction. Ça a amené beaucoup. Donc ça a amené la notion de collaboration transverse. On a commencé à percevoir dans la fin des années 70, et c'était en lien avec le TQM, cette notion de transversalité, de dire je ne suis pas juste un financier comptable dans l'entreprise qui produit qui produit du mobilier pour les foyers, pour les maisons, par exemple. Non, je suis un élément sur un processus plus global et j'ai aussi ma part en tant que contrôleur financier dans la fabrication des armoires, des bibliothèques et des canapés. Voilà. Et en effet, je contribue à l'amélioration des processus. Donc ça a été majeur comme saut. Et on lui doit bien ça au TQM. Et donc la qualité incluse dans les décisions stratégiques, évidemment, en conséquence. Hein. La responsabilisation des équipes dans la gestion de la qualité. Ce n'est plus juste l'affaire d'un tel ou d'une telle ou de telle équipe qui est étiquetée qualité. Non, c'est la nôtre d'abord et la qualité est en support. La modélisation d'une entreprise en processus, c'est ce que ça a commencé à amener, le TQM. Donc c'est là où on a commencé à voir toutes les descriptions stratifiées en processus d'entreprise. Et la vue client, le customer focus. Le BPR, Business Process Re-Engineering. Donc ça, c'est une amélioration que l'on adresse sur des process complexes, des process principalement liés à la technique, des process techniques de développement produit type engineering. Donc là, on parle quand on déclenche le BPR, le BPR, on déclenche un gros step d'amélioration, un changement radical d'amélioration. Il se décline en 3 étapes à un niveau très macro. 1, on planifie. 2, on conçoit le nouveau process.
Et 3, on l'implémente. Vous voyez, on cherche pas forcément à faire comme dans le Lean, un Aziz qu'on regarde en détail pour voir où améliorer et avoir un to be petit à petit. Non, on fait pas ça. On regarde la façon dont on fait actuellement. Bien sûr, les gens qui participent au design ont la connaissance de la façon d'exécuter actuellement le processus. Ils viennent avec ça autour de la table et ensemble, tous, ils décident du nouveau process. Mais vu que c'est un changement radical, c'est presque on oublie, ou alors il faut s'en affranchir de la façon de faire actuelle, parce qu'on veut un changement radical. Vraiment, on veut améliorer les choses. D'accord? Donc on en attend des gains importants. Hein. On apporte beaucoup d'énergie et de temps à l'architecture du processus. Il y a un gros travail sur le processus qui est fait, donc la notion d'input, d'output, de contraintes, etc., de ressources associées. L'implémentation, elle vient sécuriser le tout. On bascule pas d'un jour à l'autre, 0,1, bon ben ça y est, on y va, nouvelle façon de développer nos produits. Non, on fait des tests, de la formation, on déploie dans le plan de déploiement, on prévoit des forces de résolution de problèmes parce qu'il va y avoir des problèmes, évidemment, c'est normal. Et le passage en mode croisière, on assure qu'il y ait assez de compétences pour assurer un minimum de support quand il y a des anomalies. Donc pour ceux qui ont déjà un peu de carrière, un peu d'expérience dans leur carrière, peut-être peut-être que vous-même vous avez déjà participé à des BPR, Business Process Reengineering, toujours pratiqué. On en trouve toujours qui se font, mais moins quand même. Il y a eu un effet de mode des années 90. Également évoqué dans le guide du CSSC, et il y a des questions sur cette méthodologie, c'est la méthodologie Rumler-Brache. Personnellement, je ne l'ai jamais appliquée, mais c'est intéressant de la connaître, de la savoir. Alors, il faut savoir avant tout que ce nom-là, c'est un nom déposé, c'est le nom d'un cabinet de consultants qui viennent du monde Six Sigma, hein, ces gens-là. Donc, c'est ce qu'on appelle un programme propriétaire, c'est-à-dire vous pouvez pas dire nous allons appliquer vendre la méthode Rumler-Brache sans devoir payer au cabinet qui en est à l'origine. Donc, elle est intéressante. J'apprécie cette méthode. J'ai pas eu la chance de la pratiquer encore, mais j'aime la façon dont le filtre que l'on applique sur un processus, il est représenté par cette matrice. Alors avant tout, bon, ça vient ça s'appelle également le modèle aux 9 boîtes, 9 boxes model. Vous voyez pourquoi 3 x 3 sur la matrice. Donc il y a 6 phases. Retenez ça, 6 phases dans la méthode. Depuis la planification de l'amélioration, improvement planning, la définition de l'amélioration, l'analyse et la conception, l'implémentation, le management du process, on travaille sur la façon dont il est géré et on fait le passage pour les équipes, on passe le relais aux équipes opérationnelles. Et donc, ce filtre qui permet d'analyser un processus se fait selon 2 dimensions. Un, c'est 3 niveaux de performance. 3 niveaux auxquels on va regarder la performance. Et pour chaque niveau, on va regarder 3 dimensions possibles de variation de la performance. Regardons. Le premier niveau de performance sont les performeurs. Alors, il y a accumulation de mots, mais ce sont en gros tout simplement les opérateurs du processus, les personnes impliquées sur le processus. Quelles sont leurs dimensions de performance à ces personnes, les personnes, en termes de management? De quoi va dépendre la performance en termes de management des performeurs? Eh bien, la définition générique est de dire ils sont concernés par le feedback, les conséquences et les reconnaissances liées aux activités qui sont menées. Donc, d'un point de vue sur la performance management, pour les acteurs d'un processus, ce sont les choses sur lesquelles on va jouer. La notion de feedback, quelque chose est réalisé, on donne un retour et on récompense ou pas, ou en tout cas, on rend conscient des impacts de ce qui a été réalisé. Des impacts positifs la plupart du temps, et quand c'est pas le cas, des impacts négatifs. Quelles sont les implications du design sur la performance pour les opérateurs du processus? Ils sont concernés par les outils. Est-ce que je suis formé à l'outil de design, l'outil que j'ai besoin de manipuler?
dans ce processus, que ce soit une machine, un logiciel ou que sais-je. As well as, ainsi que la documentation associée. Et en termes de but, d'objectif, les opérateurs sont concernés par les métriques, les mesures de performance et par les exigences liées à ces mesures. Donc, quelles sont les mesures et quel niveau on me demande d'atteindre. Voilà. Et la même chose pour les process. Voilà. Je vous laisserai voir le détail. C'est à titre informatif, ce détail. D'accord? Je vous laisserai voir ce détail, mais c'est une vision intéressante, vraiment intéressante de comment voir un processus pour l'améliorer. Le Scrum, lié à la méthode agile, un Scrum, agile, etc. On en entend beaucoup parler, on est beaucoup impliqué plus ou moins dans on a plus ou moins pratiqué un petit peu tous peut-être cette méthodologie. D'accord. C'est une méthode intégrée, le Scrum, qui permet, en partant d'un backlog lié au produit qu'on doit fournir en finale, un backlog de fonctionnalités, de composants, de features, de caractéristiques, que sais-je, qui doivent être développés, qui attendent d'être développés. Et on va, à partir de ce backlog, construire des incréments successivement, des incréments produits. Donc, on va produire un premier produit, puis un second, puis un troisième, qui est chacun incluant de plus en plus de composants produits. Et donc, entre les deux, entre un backlog lié au produit et son prochain incrément, il y a ce qu'on appelle un sprint. Un sprint, cela commence par la sélection de certaines caractéristiques du produit qu'on va développer, donc qui vont être identifiées par le product owner. Et le sprint va commencer, l'équipe va développer le prochain incrément de produit, et il y a une revue. Cela se termine par une revue du sprint pour voir comment cela s'est réalisé, faire un lessons learned, etc. Et livrer le produit incrémenté. Donc on parle de pre-game, game et post-game. Donc ça vient du milieu IT, le Scrum, ou un peu cette terminologie qui est utilisée. 3 rôles principalement à se souvenir dans la méthodologie Scrum. C'est le product owner qui définit les fonctionnalités qui seront priorisées pour le prochain incrément. Voilà, et donc au fur et à mesure où les sprints se font, c'est la personne qui priorise parce que c'est la personne qui est en relation avec le client. Le Scrum Master, c'est le garant du respect de la méthodologie. Il diffuse les valeurs agiles, 4 valeurs agiles, 12 principes agiles. Il facilite, il coach l'équipe dans l'exécution de la méthodologie Scrum qui permet d'assurer le développement du produit selon. Et puis l'équipe qui développe, c'est une équipe qui doit être à temps plein sur le sujet, qui est organisée et autonome. Donc ce qu'ils ont en entrée, c'est une série de fonctionnalités à développer, le sprint backlog, et ils doivent livrer l'incrément pour telle date et s'engager à mener une revue selon une méthodologie bien précise. Après, entre les deux, ils s'organisent. C'est assez enthousiasmant comme méthode, le Scrum. Si vous n'avez jamais participé encore, je vous invite à en observer au moins. Une autre méthodologie listée par le CSSC, qui est le CEM, Customer Experience Management Method. Alors, c'est une méthode qui est orientée client. Alors, celle-là, elle a eu un bénéfice extraordinaire. Puis, elle a été créée spécialement pour les environnements hors manufacturing, hors fabrication. Et il s'agit de partir de la vue client et de la faire remonter et de donner cette vue client et de la faire traduire dans toutes les zones du processus, dans tous les secteurs de l'organisation, de l'entreprise même. Et d'amener tout le monde, chaque équipe, à se traduire les exigences clients pour eux. Et donc, ça a été un facteur déterminant dans le renforcement de la perception de la notion de perspective client et dans la connaissance de la vision du client sur les activités, sur les produits que l'on livre. Même une fonction ressources humaines. Quel est mon impact en tant que ressources humaines sur le client? Quel lien ai-je avec le client, de par mon activité? Je travaille avec les employés, les équipes, pour améliorer leur vie au travail, pour assurer d'embaucher les bonnes personnes, pour traiter des anomalies, on va dire ça comme ça, pour
euh, maintenir un niveau de formation adéquat des personnes, assurer que les plans de formation se déroulent bien, etc. Et donc, comment traduire ça par rapport aux clients? Donc là, je cite pour les RH. Donc c'est une méthode vraiment, c'est une perspective vraiment intéressante. Hein. Venir forcer la vue client, forcer chaque partie de l'organisation à traduire ses activités en impact client. Quel lien as-tu avec le client final, hein, bien sûr. Alors Jumpstart, rapidement mentionné, c'est une version raccourcie du Kaizen, hein, et qui vient employer la méthodologie concrète du problème, practical problem solving. C'est un Kaizen Event accéléré. C'est présenté de cette façon-là. La phase de définition du DMAIC est zappée. Dans ce cas-là, elle est mise de côté. On part du principe que les gens savent où ils sont, ils connaissent les problèmes. Voilà, c'est une version accélérée, une opération flash d'amélioration. Bon, c'est mentionné dans le CSSC, c'est bon à savoir, prenez-le comme ça. Voilà, c'est la conclusion du cours White Belt que je suis heureux de partager avec vous vraiment. Beaucoup de choses à savoir et encore ce n'est rien. C'est un aperçu de ce qu'est l'amélioration continue via la méthodologie Lean Six Sigma. Je vous invite à consulter le document que l'on va vous remettre, qui est le e-book du CSSC, du Council for Six Sigma Certification, à ne pas attendre trop longtemps avant de le faire, pour pouvoir enchaîner assez vite après avoir visionné cette vidéo, sur laquelle vous pourrez revenir une fois ou deux sur quelques parties, et à passer assez rapidement la certification. Et vous aurez tous les liens, tout cela vous sera fourni en temps et en heure et en qualité par Ocam Digital Academy. Et je vous souhaite bonne chance pour la préparation, pour la fin de la préparation à cette certification. Bonne chance pour l'examen. N'hésitez pas à visiter nos pages de réseaux sociaux sur LinkedIn et Facebook, à venir les visiter pour commenter et pour venir clamer votre succès à la certification White Belt. On sera plus heureux que vous, très heureux même, de venir le souligner et rebondir dessus. Je vous souhaite une très bonne continuation et à bientôt. Merci pour votre confiance. Au revoir.